on fait de l'international, il faut souvent réinventer son business. Et donc en fait, en partant, en réfléchissant pour cette soirée, je me suis dit, mais finalement, quelle est l'entreprise au monde qui a le plus de clients? J'ai une idée de l'entreprise au monde qui a le plus de clients. Alors si au lieu d'utiliser client, j'utilise utilisateur, peut-être que c'est plus simple. C'est pas L'Oréal? C'est pas L'Oréal? Google, non? Ah, Google? Moi, j'avais pensé à Facebook, parce que Facebook, ils en sont quand même à 2 milliards, et je me dis, il n'y en a quand même pas beaucoup plus qui en ont plus que 2 milliards. Et en fait, ça, c'est typiquement l'entreprise qui n'a pas eu besoin de se poser de la question du développement ou de la réinvention de son business model à l'international, parce que dès le départ, le business model, il n'avait pas besoin de s'adapter, en fait. Toutes les entreprises GAFA, en fait, elles sont par nature plutôt internationales. Alors certes, Amazon, ils doivent construire des choses spécifiques par pays, respecter la réglementation normalement par pays, mais globalement, en fait, c'est un modèle, un business model qu'on peut appeler, que les Américains appellent cookie cutter. Donc vous reprenez le même et vous le mettez partout et il n'y a pas de changement à apporter. Donc en fait, la vraie question ce soir, et je pense que finalement, il y a assez peu d'entreprises, me semble-t-il, qui arrivent vraiment à travailler comme ça. La plupart des entreprises vont être confrontées à cette notion de réinvention du business model. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé avec ma collègue Hélène Musicas et Jean-Marc Chotel depuis une quinzaine d'années maintenant sur la réinvention des business models. Et nous, on est parti justement des entreprises qui n'étaient pas nées dans le numérique, des entreprises existantes. Voilà, moi j'avais fait ma thèse de doctorat avec des entreprises comme Schneider, donc vraiment qui sont des entreprises qui sont très internationales, mais qui ont des produits qui ne sont pas dans la high-tech, qui ne sont pas dans le digital, qui sont dans ces environnements-là. Et donc, on s'est interrogé sur ce changement, sur comment est-ce qu'on réinvente le business model. Et du coup, finalement, c'est vrai qu'à l'international, quand j'ai fouillé mes exemples, parce qu'on a collecté une centaine d'exemples d'entreprises qui ont su réinventer leur business model, finalement, il y en a plein qui l'ont fait au niveau international. Donc, c'est vrai que le sujet fonctionne très bien là-dessus aussi. Donc, comme on parle beaucoup de business model, je voulais quand même commencer par dire finalement, qu'est-ce qu'un business model? Parce que c'est un terme qui est utilisé partout, à tort et à travers, et il n'y a pas de définition vraiment consensuelle du business model. Donc il y en a une qui s'est plus ou moins imposée, c'est le business model Canvas, donc ce que je veux présenter assez proche, mais on a notre propre définition. Et en fait, il faut se souvenir, je pense que c'est intéressant de se souvenir d'où vient le mot business model. Quand ça a commencé à être un buzzword, quand est-ce que les entreprises ont commencé à parler de business model? Est-ce que vous arrivez à le situer dans le temps? Les 70. Ouais, alors ça c'était dans le domaine informatique, je dirais un peu plus tard dans le business de manière générale. En fait, je dis souvent quand j'étais étudiante à HEC en 93, on ne parlait pas de business model, mais c'est arrivé juste après. En fait, quelques années après, avec l'arrivée d'Internet, en fait. Et pourquoi c'est l'arrivée d'Internet qui a forgé ce... Pourquoi on a eu besoin d'un nouveau mot? Parce qu'en fait, on a eu plein d'opportunités de créer des nouvelles manières de faire du business. Voilà. Et donc, il a fallu à un moment donné un nouveau nom. Et ceux qui faisaient ça, c'était des entrepreneurs, des startups de l'Internet qui ont utilisé ce mot parce qu'ils devaient présenter, ils devaient expliquer comment ils allaient générer du profit avec ce nouveau truc qu'on appelait Internet. Et à qui devaient-ils l'expliquer? À des banquiers, des investisseurs. Donc en fait, le business model, c'est juste la description de comment une entreprise génère du profit. Voilà. Et donc c'est né dans la partie Internet. Je pense que c'est intéressant de se rappeler de cette naissance. Et puis finalement, après, on s'est dit, toute entreprise a besoin de décrire à un moment donné comment elle génère du profit. Donc c'est parti et maintenant c'est utilisé dans n'importe quel contexte. Donc en fait, le business model, nous on dit qu'il a 3 composants. Parce que si on dit finalement l'entreprise, le business model, c'est la description de comment l'entreprise génère du profit, si on retient ça. En gros, si je vous demandais ce que vous avez envie de voir dans les composantes, vous me diriez quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie de voir dans le business model? Si on dit, c'est la description de comment une entreprise génère du profit. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Qu'est-ce que vous avez envie de décrire? Les recettes et les dépenses. Les recettes et les dépenses, donc il y a la partie financière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Segment de marché. Les marchés, les clients, les produits, les services. Mais aussi comment vous allez le faire en fait, comment vous allez voilà. Donc en fait on est sur ces 3 composantes là. Nous il y a une première composante qu'on appelle la proposition de valeur, c'est en gros qu'est-ce que j'offre à qui. Donc c'est la description de mes clients, de mes produits services et d'un niveau de prix. On a ensuite la deuxième partie
qui est le comment. Comment est-ce que je suis organisée pour délivrer ce produit ou service en temps voulu à mon client? Et ça, on appelle ça l'architecture de valeur. En gros, le mot n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la chaîne de valeur. Donc, c'est tout l'ensemble des processus de l'entreprise. Et également les ressources et les compétences qu'on va utiliser. Donc, c'est ce côté architecture de valeur, c'est le comment. Et enfin, le message du business model, c'est finalement qu'il faut que proposition de valeur et architecture de valeur se combinent et soient cohérents pour générer du profit, qui est notre troisième composante, qui est l'équation de profit, avec finalement la proposition de valeur qui génère du chiffre d'affaires et l'architecture de valeur qui explique ma structure de coûts et de capitaux engagés. Et donc ça m'amène vers un ratio, on ne va pas faire trop de finances ce soir, mais en gros c'est chiffre d'affaires moins coût, si je fais très simple, je vis dans un monde sans amortissement et sans taxes, j'arrive au résultat. Et résultat opérationnel divisé par capitaux engagés, ça me donne le fameux ROCE, le ROCI, le ROCE, comment vous voulez l'appeler, qui est là une des mesures de la rentabilité, en tout cas d'exploitation d'une entreprise. Okay, donc, ce qu'on aime bien dans ce concept, c'est qu'en fait, on a la dimension très marketing de l'entreprise, la dimension operations, donc la partie comment je fais, et puis la dimension financière. Mais le message, c'est qu'il faut que ça et ça soient en cohérence pour générer du profit. En gros, on dit souvent, c'est très facile pour une entreprise d'être low price. Ça vous décidez demain, hein. Si vous voulez baisser vos prix de 25%, il n'y a pas de problème. C'est très difficile pour une entreprise d'être low cost, mais c'est pourtant, si elle veut être low price, il faut qu'elle soit réussisse à être low cost. Ça marche? Donc voilà un exemple voilà comment on explique le business model. Et du coup, notre manière de réfléchir, c'est de dire qu'est-ce qui doit être adapté quand j'arrive sur un marché. Soit je crée un nouveau business model, et comment est-ce que je vais sortir ce business model, soit comment, si j'arrive sur un nouveau marché international, je dois adapter ce business model. Donc, je vais peut-être vous donner un exemple que j'aime beaucoup, qui n'est pas très international, mais je trouve qu'il fonctionne bien parce qu'il montre plein de choses dans le business model, qui est l'exemple de Michelin. Et on va parler notamment des pneus de camion. J'aime bien parce qu'en plus, c'est un exemple pas très... Moi qui enseigne l'innovation, pas très digitale, pas très glamour. Et donc, les pneus de camion. Donc déjà, on peut dire que dans les pneus de camion, vous avez deux business models chez Michelin. Ils vendent à la première montre, donc ils vendent à des constructeurs de camions. Donc là, il y en a en gros 10 dans le monde, allez 15 pour faire large. Donc clients très identifiés, gros volume, etc. Et puis vous avez tout le marché du remplacement. Là, on va regarder le remplacement, le marché du remplacement. Heureusement, les pneus, ça dure moins longtemps qu'un camion, donc il faut remplacer les pneus sur un camion. Et donc, Michelin se heurtait il y a quelques années sur ce marché du remplacement à une nouvelle concurrence qui était de nouveaux entrants, essentiellement d'import asiatique, à très bas prix. Donc, vous avez 250 par rapport à 400. Combien il faut de pneus sur un camion, grosso modo? Ouais, entre 8 et 10, donc vous voyez, c'est pas juste 150 d'écart, c'est par camion, ça fait un montant assez important. Évidemment, Michelin, du coup, ils ont du mal à vendre leurs pneus. Donc quand vous arrivez avec une offre haut de gamme sur un marché, comment est-ce qu'ils justifient Michelin? On sait tous comment ils justifient. Qu'est-ce qu'ils disent de leurs pneus? La qualité, durabilité. D'accord? Donc ce qu'ils disent, et ça c'est encore plus vrai sur le pneu de camion. Donc, je vous la fais rapide, hein, mais je fais un cas pendant 3 heures là-dessus, mais en gros, c'est encore plus vrai sur le pneu de camion, parce que le pneu de camion, vous pouvez le recreuser, donc vous pouvez faire de la maintenance sur le pneu de camion, vous pouvez le recreuser, puis le rechaper, puis encore une fois le recreuser, et ensuite vous le jetez ou le recyclez. Donc en gros, le pneu Michelin, si vous l'entretenez très bien, il dure très longtemps. D'accord ? Et donc ce que dit Michelin intuitivement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais ne regardez pas le prix par pneu, regardez le prix par kilomètre. Et effectivement, quand je fais ce calcul, c'est-à-dire je prends le coût du recreusage, rechapage, etc., je vous passe les calculs, ça fait effectivement, le pneu Michelin, si vous l'entretenez extrêmement bien, est effectivement moins cher au kilomètre que le pneu low cost. Mais ça, donc Michelin, ça c'est leur discours habituel, leur proposition de valeur. Ils disent certes, vous allez payer votre pneu cher, mais il va durer très longtemps. Or, le problème, c'est que de plus en plus, ils se heurtent à des acheteurs qui comprennent le discours, mais bon, quand même, il faut sortir les 400, vous comprenez, là, je sors plus que les 250, et puis la maintenance, c'est fait par des gars qui sont dans le hangar, comment ils sont travaillés, est-ce qu'ils vont vraiment bien faire leur travail. Donc l'acheteur, finalement, il achète un pneu low cost, pour lui, c'est finalement plus rassurant. Donc, quel était, par rapport à cette situation-là, qu'a fait Michelin? Ils ont décidé de vendre des pneus
kilomètres, c'est-à-dire de ne plus vendre du pneu, mais de vendre des kilomètres. Et donc toute la question, c'est est-ce que c'est un nouveau business model ou pas? Et donc quand on regarde ça, quand vous vendez du pneu, qu'est-ce que vous faites? On a dit, c'est à des entreprises de transport, ils vendent en direct du pneu, un prix élevé, avec un pneu de qualité. Mais l'entreprise, après, elle doit tout faire elle-même, elle doit faire la maintenance elle-même. L'architecture de valeur de Michelin quand ils vendent du pneu de camion, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'il leur faut pour vendre des pneus de camion à des grandes entreprises de transport en Europe? Un distributeur. Alors, un distributeur, là on parle de vente directe, parce qu'en fait c'est plus compliqué. Donc quand ils vendent directement à Norbert d'Entresemble, en gros, il leur faut une force de vente pour aller visiter, hein, et il leur faut peut-être quelques points logistiques pour distribuer les pneus. Mais globalement, en termes de capitaux engagés, c'est extrêmement faible. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il leur faut? Est-ce que quand ils vendent du kilomètre, est-ce que c'est un changement ou pas de business model? Et typiquement chez Michelin, ils disaient oh, non, attendez, on vend quand même que on vend du pneu au final. Donc la question c'est est-ce que c'est un changement de business model ou pas? Qu'est-ce que vous vendez quand vous vendez du pneu au kilomètre? Qu'est-ce que vous vendez en fait? Service. Alors on pourrait dire c'est même de la solution parce que en fait le client il ne fait plus la différence entre produit et service. Il achète la maintenance et le pneu. C'est-à-dire pour lui, en gros ce que vous lui dites, c'est plus besoin de t'occuper de ton pneu. C'est ça le truc, c'est hassle-free business model. C'est vous n'avez plus besoin de vous occuper de rien. Et en plus, vraisemblablement, ça serait même encore moins cher que ce que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire c'est mieux et moins cher. Donc la proposition de valeur, elle est super intéressante et très différente. Deuxième partie, l'architecture de valeur. Si vous vendez du kilomètre, est-ce que vous pouvez vous contenter d'avoir une force de vente et quelques réseaux logistiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tous les services de de maintenance, c'est-à-dire qu'il faut effectivement s'impliquer en maintenance. Et puis ça, vous ne pouvez pas le faire. Mesurer. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en disant bon, on va juste faire un petit entrepôt de maintenance à côté de Clermont-Ferrand et puis tous les camions d'Europe vont venir à Clermont-Ferrand. Non, c'est pas possible. Du jour au lendemain, au moment où vous offrez ce service, ça doit être partout en Europe parce que les camions, ils vont partout. Donc en gros, qu'ont-ils fait? Ils ont confié cette maintenance à des distributeurs, donc Point S, Euromaster, mais en gros, ils sont impliqués dans la maintenance. Donc ça change aussi radicalement l'architecture de valeur, on est d'accord? Si on regarde l'équation de profit, qu'est-ce qui se passe avec le chiffre d'affaires? En fait, maintenant, ils vont aussi facturer de la maintenance, donc la partie service, donc le chiffre d'affaires augmente. Mais la maintenance, elle est réalisée par les distributeurs, donc les coûts, ils augmentent aussi. Donc le chiffre d'affaires moins coût aura une structure très différente. Qu'est-ce qui se passe avec les capitaux engagés? Autrement dit, à qui appartiennent les pneus? À Michelin. Donc les capitaux engagés augmentent. Soit BFR, soit IMO, suivant comment on les classe. En tout cas, les capitaux augmentent et les capitaux engagés augmentent. Donc notre ROCE, il est aussi très différent. En fait. Donc là, vous avez typiquement un exemple où on a exactement le même produit, avec un business model radicalement différent. Et donc on voit bien, et souvent l'erreur qui est faite, et Michelin, en fait, ils reconnaissent, ils ont mis plus de 10 ans à rentabiliser ce business model. Ça a été extrêmement long, notamment parce qu'ils sont partis au départ en disant oh, non, c'est juste un discours marketing, ça ne change rien. Ce n'est pas le business model qui change, c'est juste ce qu'on raconte à nos clients. Or, il y avait une modification vraiment fondamentale du business model. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, quand j'arrive sur un marché, et là, en l'occurrence, quand on fait face à un low cost, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut ajuster, modifier son business model? Ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, où on vend une fonction, un usage, et non plus un produit. Donc, ce sont des business models qui sont très intéressants aujourd'hui pour plein de raisons. Et notamment, une des raisons, c'est que si votre produit dure plus longtemps, vous avez intrinsèquement un avantage concurrentiel quand vous vendez au kilomètre, quand vous vendez à l'usage, puisque votre produit dure plus longtemps. C'est-à-dire que c'est un des rares business models qui donne un avantage concurrentiel à des entreprises qui font de la qualité. Puisque votre produit va durer plus longtemps, si vous le vendez à un prix par usage, et que votre concurrent il a un produit qui est moins performant, intrinsèquement, vous allez avoir un avantage concurrentiel. Donc c'est un des rares business models qui vraiment donne intrinsèquement un avantage concurrentiel à des entreprises qui font de la qualité. C'est Hilti, par exemple,
des outillages très haut de gamme. C'est une des premières entreprises en Europe qui s'est lancée dans ce type de solution parce que, comme ils font des choses qui durent très très longtemps. Donc ça, c'est intéressant, c'est de dire, quand on est sur un marché où on a des concurrents low cost et qu'on arrive avec un produit haut de gamme, est-ce qu'on n'a pas déjà intérêt à proposer des économies de fonctionnalité, un business model autour de la fonctionnalité, parce qu'il va donner un avantage intrinsèque. Alors c'est compliqué, il faut éduquer le client, etc., mais c'est clairement un avantage. Donc voilà sur cet exemple de... Mais je voulais juste faire le point sur le business model, sur ce qu'est un business model, sur ce qui paraît parfois ne pas être un business model est en fait une modification de business model, donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, la manière dont on a approché cette réinvention du business model, donc on a développé toute une approche qui s'appelle Odyssée 314, qui est fondée sur les 3 piliers du business model qu'on vient de voir, et on a essayé de déterminer 14, donc on a trouvé 14 directions, donc évidemment c'est 3, 14 aussi, c'est épi, mais c'est l'idée de 14 directions sur lesquelles les entreprises peuvent, en tout cas vous pouvez stimuler de la créativité pour réinventer son business model. Donc il y a 7 directions côté proposition de valeur et 7 directions côté architecture de valeur, avec l'idée de dire tiens, comment est-ce que je peux penser différemment, comment est-ce que je peux repenser mon business model. Donc bien sûr l'objectif ce soir c'est pas de passer dans les 14 directions, mais peut-être de vous donner quelques exemples particulièrement pertinents pour le thème de ce soir sur ces 14 directions. Et on va surtout passer du temps sur la proposition de valeur, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent dans la réflexion à l'international. Et au fond, s'interroger sur sa proposition de valeur, ça reste quand même assez basique en stratégie, j'allais dire, c'est s'interroger sur le besoin de son client. Et de se dire finalement en quoi mon client, dans un nouveau marché, est différent de mon client actuel. Et une des manières, un des mots un peu à la mode pour réfléchir à ça, j'aime bien cette expression, c'est de s'interroger sur ce qu'ils appellent le job to be done, c'est-à-dire quelle est la fonction que doit remplir mon produit auprès de mon client. Et finalement, si on reprend l'exemple de Michelin, c'est pas mes clients, ils veulent pas un pneu. Mes clients, ils veulent quelque chose qui fasse rouler mon camion. Ça n'a rien de nouveau, hein. Enfin, c'est du bon sens basique en business, je dirais, mais finalement, c'est parfois vers ça qu'il faut revenir, des choses vraiment basiques, et se dire de quoi a besoin mon client. Et donc, les différentes sources, toujours autour de ça, en s'interrogeant sur le besoin du client, on va en regarder quelques-unes. Donc, voilà les 7 directions qui permettent de stimuler sa créativité côté proposition de valeur. Donc la première, c'est de réduire le coût pour le client. Et donc là, je vais vous parler d'un exemple de Lafarge qui fait donc du ciment. Quand vous faites du ciment, quel est le produit complémentaire que vous utilisez au ciment? Oui, et moi je pensais à un autre. De l'eau, d'accord. Et donc vous avez du sable et de l'eau. Donc vous avez du ciment et vous avez de l'eau. En fait, ils se sont intéressés à un client très particulier, qui sont les entreprises qui font des forages d'exploration dans les pays du Moyen-Orient. Évidemment, dans ces pays-là, acheminer de l'eau sur ces chantiers de construction, c'est très très cher. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils s'intéressaient à ces clients en particulier, le coût total, la part de l'eau dans le coût total était très très élevée. Et du coup, ils se sont dit, ce client, il a un besoin particulier qui est d'avoir moins d'eau, en fait, d'utiliser un ciment qui a besoin de moins d'eau. Donc, ils ont créé un ciment de spécialité qui nécessite moins d'eau. D'après vous, le prix de ce ciment, il est plus élevé ou moins élevé? Plus élevé, puisque c'est un ciment de spécialité, donc il y a un peu de recherche et développement dedans, donc en fait, ils ont réussi à le vendre. Mais évidemment, il a besoin de moins d'eau. Voilà. Et donc en fait, ils ont fini par avoir un ciment qui, au total, réduisait le coût pour le client. Donc ça, c'est un exemple typique, mais encore une fois, c'est assez basique finalement, c'est revenir au basique du besoin de mon client et de regarder l'ensemble des coûts pour mon client et de dire finalement, c'est pas forcément réduire le prix de mon produit, mais c'est réduire le coût pour le client. Encore une fois, c'est assez basique. Alors, ça, c'est toute une tendance, mon exemple suivant, c'est toute une tendance en innovation qui est très forte aujourd'hui et que je trouve très intéressante. C'est, et je vais vous donner cet exemple d'Anne Grace, qui est que deux étudiants américains voulaient
s'attaquer à un problème qui est le suivant, c'est qu'il y a 1 million de bébés qui meurent tous les ans dans le monde le jour de leur naissance. Donc, et pourquoi meurent-ils? Parce qu'ils ont froid. Donc c'est juste de l'hypothermie. Évidemment, ça ne se passe pas chez nous, puisque nous, on a des couveuses, on le met 24 heures, 48 heures dans la couveuse, et c'est parfait. Donc ces étudiants se sont dit, on va essayer de résoudre ce problème. Et comment est-ce qu'ils ont cherché à résoudre ce problème? Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va faire une couveuse et on va essayer de faire la couveuse la plus simple possible. C'est-à-dire passer en gros de 8 000 € du coût d'une couveuse à, allez, si vous êtes super bon ingénieur, vous arriverez à 4 000 € parce que vous avez vraiment réduit toutes les pièces, réduit toute la complexité. Voilà. Mais 4 000 € au fond, ça reste toujours trop cher par rapport à ces pays-là, parce qu'évidemment ça se passe au fin fond de la Chine, de l'Inde, dans des endroits vraiment où il n'y a même pas d'électricité. Et du coup, ces deux étudiants, et c'est toujours la même idée, ils se sont reposés la question du problème de base. Quel est le problème de base? Le problème de base, ce n'est pas d'avoir une couveuse. Le problème de base, c'est que le bébé a froid. Que faisaient nos grands-mères quand elles avaient froid? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Une bouillotte. Ben voilà. Donc ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ces deux étudiants du MIT, ils ont fait une bouillotte, en fait, grande, dans laquelle vous pouvez glisser le bébé. Et c'est 18 $, réutilisable à l'infini. Et c'est une bouillotte. Voilà. Mais c'est ça, revenir sur les bases. C'est de dire, je n'ai pas besoin d'une couveuse moins chère, j'ai besoin que le bébé est chaud. Bien sûr qu'on aimerait que tous les bébés aient des couveuses, mais c'est revenir vers la base. Donc ça, c'est un produit qui s'appelle Embrace. Et ça vient de ce courant en innovation et ce courant de pensée qui consiste à dire revenons vers la base. C'est Jugaad, alors mes étudiants indiens me disent toujours que je prononce très mal, mais en gros Jugaad ça veut dire système D en indien. On a une bonne traduction en français. C'est en fait quand vous n'avez pas beaucoup, vous êtes super créatif parce qu'il faut utiliser au mieux vos ressources. Donc c'est cette notion de dire finalement réfléchissons comme si nous avions très peu. Du coup, cette innovation frugale de se repartir du besoin du client, parce que c'est ce besoin du client qui va nous permettre de réinventer. Alors, le problème de tout ça, c'est qu'on peut arriver à des choses très différentes de son métier de base, en fait. C'est ça qui empêche les entreprises, en partie, de réinventer leur business. Okay. Donc ça, c'était un premier exemple de direction qui était de réduire les coûts et le prix pour le client. Le deuxième exemple dont je voudrais vous parler, on l'a appelé « lutter contre le refus d'achat ». Donc ça peut être aussi, c'est l'idée d'aller chercher des non-clients, donc des gens qui ne sont pas clients aujourd'hui. C'est très proche, l'exemple que je vais vous donner là vient d'un bouquin qui s'appelle « Stratégie Océan Bleu », qui est très connu, qu'on n'aime pas du tout à HEC puisque ça a été écrit par des profs de l'INSEAD, mais voilà. Donc, en fait, que disent-ils dans ce bouquin? En fait, ils disent, en général, on se focalise sur nos clients existants et on essaye de faire mieux pour nos clients existants. Or, là, dans le marché, il y a plein de non-clients. Et si on regardait les non-clients? Alors, exemple, aux États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ils ont regardé qui buvait du vin. C'était un producteur de vin australien qui n'arrivait pas à vendre ses vins sur le marché américain. Pourquoi? Il s'est dit, tiens, on va regarder le marché. Et ils se sont rendus compte que, en fait, les buveurs réguliers, il y avait 25% des Américains qui buvaient du vin. Et qui représentaient 100%. Les autres, soit ils boivent de la bière, c'est un pays qui boit de la bière, soit ils ne boivent pas du tout. Et donc, ils se sont intéressés aux frustrations, pourquoi les Américains ne boivent aussi peu de vin par rapport à l'Europe et par rapport aux Français. Quelles sont les raisons? Donc, ils sont repartis sur quelles sont les raisons qui expliquent cet état de fait? Pourquoi les Américains consomment peu de vin? Des idées? Culturelle. Éducation. Donc, je ne sais pas comment acheter, comment apprécier. Par méconnaissance. C'est cher, si vous êtes buveur de bière et pour garder le vin, c'est assez cher. Il y a des choses toutes simples. Ouais. Oui, c'est des bouteilles. Il y a des choses toutes simples. Ils n'ont pas de bouteilles à la maison. Des choses aussi simples que ça. Donc quand vous achetez une bouteille, vous êtes bien embêté. Quand vous arrivez à la maison, vous pouvez prendre une bouteille. Et donc c'est en regardant, en fait, ils ne se sont pas intéressés à ces gens-là qui aiment déjà le vin,
ils se sont intéressés à ces gens-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait attirer des non-buveurs de vin vers le vin. Et c'est comme ça qu'est né, alors il y en a plein, hein, mais en tout cas ce vin-là, qui est un vin australien, qui a fait un carton aux États-Unis parce qu'après le lancement de Yellow Tail, il y a eu 6 millions de consommateurs de vin supplémentaires aux États-Unis. 6 millions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait le côté culturel, avec le château un peu français, un peu arrogant, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un kangourou. Le kangourou, c'est marrant, ça enlève tout le côté un peu arrogant ou hésitant du vin pour en faire quelque chose de très simple. Alors c'est sûr que si vous aimez le Bordeaux, vous détesterez Yellow Tail. Hein. Mais parce que Yellow Tail n'est pas fait pour vous, en fait. Il est fait pour des gens qui ne boivent pas de vin. D'accord ? Ça marche, c'est cette notion peut-être aussi en allant à l'international, c'est plutôt que chercher des gens qui sont déjà des clients, chercher aussi parmi les non-clients. Ça, c'est vraiment une piste que je trouve très intéressante à explorer. Et du coup, l'ouverture, c'est un... Oui, ça c'est la base. Et les œnologues vous diront d'ailleurs que souvent c'est meilleur pour le vin. Quand il n'est pas de très très bonne qualité, pour la conservation, c'est meilleur. Okay. Un autre exemple, alors on va peut-être passer celui-là. J'aime trop cet exemple, je vais vous le faire. C'est une banque en Afrique du Sud qui voulait s'intéresser aux populations les plus pauvres. Ils voulaient aider les populations les plus pauvres à épargner. Et donc ils sont partis, pareil, c'est toute la connaissance client, on s'interroge sur son client. Et ils sont partis avec cette question totalement stupide, pourquoi les pauvres n'épargnent-ils pas? Mais n'épargnent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent à épargner. Donc ils sont rentrés en détail dans la structure de dépenses. Et ils se sont rendus compte que les pauvres, que ce soit en Afrique du Sud ou partout dans le monde en fait, ils ont une dépense qui sont les billets de loterie. Parce que quand vous êtes pauvre, c'est le seul rêve que vous puissiez vous payer. Donc, il y a un montant non négligeable par mois qui part en billets de loterie, et on sait tous que les chances de retrouver ce montant sont assez faibles. Donc, première manière de faire, c'est de dire épargnez, ne jouez pas à la loterie, c'est ridicule, épargnez. Bon, c'est bien que ça ne marche pas. Donc, ils sont partis avec une autre idée. Ils se sont dit, ils ont ouvert un compte épargne, donc pas du tout marqué pour les pauvres, hein, évidemment, un compte épargne. Si vous mettez 5 € par mois, à la fin de l'année, vous avez 60 €. Donc voilà, vous ne touchez pas d'intérêt, mais vous êtes sûr de retrouver votre capital. En revanche, une fois par an, ils vont choisir parmi l'ensemble des titulaires du compte celui qui va gagner l'ensemble des intérêts portés par tous les comptes. Ça marche ? Donc vous êtes sûr de garder votre capital et en même temps vous avez le côté fun, excitation de participer à une loterie. Voilà. Donc ça aussi c'est d'aller chercher, donc on a appelé ça explorer d'autres secteurs, c'est quand un banquier va regarder le secteur de la loterie pour s'en inspirer. C'est ça le... D'accord ? Alors, une dernière direction que je voulais vous présenter sur le côté proposition de valeur. Et celle-là, je trouve cette direction particulièrement forte en réfléchissant sur le développement à l'international. Je pense que celle-là, elle est vraiment, vraiment pertinente. C'est de réfléchir à la manière dont vous allez facturer en gros votre client. C'est comme Michelin Fleet Solutions, c'est plutôt que de vendre des pneus, je vais lui facturer du kilomètre. C'est comment réfléchir à son modèle de revenu, comment je vais facturer mon client. Donc là, il y a un exemple très intéressant. Alors, Schneider travaille beaucoup sur ces sujets-là. Imaginez que vous gériez un immeuble à la Défense et le coût de l'énergie, c'est 100 par an. Vous avez des entreprises comme Schneider ou comme Honeywell qui vont venir vous voir et qui vont dire si vous investissez 40 dans des détecteurs de présence, dans des régulateurs de température, si vous avez un vieil immeuble, vous allez tous les ans économiser 15 pendant 3 ans. Donc, globalement, votre investissement est rentable. Sauf qu'évidemment, si vous allez voir votre directeur financier, il va vous dire je n'ai pas les 40 à investir là-dedans. Et c'est comme ça que Schneider Electric, ils ont décidé de lancer des modèles de revenus qui sont très intéressants. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Si on regarde ce qu'a fait Michelin Fleet Solutions, on pourrait dire on pourrait louer la machine. Ils sont allés plus loin, ils le donnent gratuitement. Un pourcentage de l'économie. Et en fait, ils se rémunèrent sur les économies, exactement. Et après, l'appareil appartient au client, en fait.
Donc là aussi, c'est d'imaginer votre proposition de valeur, d'arriver, de dire je suis tellement sûr de mon produit que je vous l'offre gratuitement. C'est puissant comme proposition de valeur. Hein. Bon, après, là aussi, vous voyez que c'est un autre business model parce qu'il faut mesurer, il faut être capable de partager les gains, il faut être sûr que ça ne change pas de comportement chez le client s'il laisse la fenêtre ouverte toute la journée, ça ne va pas marcher. Donc il y a tout ça derrière, ce sont des business models compliqués hein, qui s'appellent des contrats de performance énergétique en fait, où vous mettez d'accord sur la performance de l'appareil. Alors pour revenir sur quelque chose d'un peu, aussi faire quelque chose d'un peu plus B2B et solide, c'est comment Honda, qui vend c'est des générateurs électriques en fait, comment Honda, en arrivant en Inde, s'est adapté au marché indien. Donc il avait du mal à pénétrer ce marché avec ses moteurs, hein, qui sont des super caractéristiques, donc je vais parler de caractéristiques techniques, il n'y a aucun problème et tout. Mais ils se sont rendus compte que leurs clients, ils avaient des manières d'acheter un peu particulières en Inde, et notamment, si cette machine elle vaut 100, en général, ils n'ont pas les 100 à disposition. Donc ils ont du mal à acheter. Donc vous pourriez leur dire, on va vous faire un crédit. Oui, mais les Indiens, ils sont un peu plus joueurs, en fait. Donc ils ont un autre système qui consiste à, et c'est ce qu'a fait Honda en Inde, c'est à rassembler 10 personnes qui veulent acheter un générateur de cette nature-là, ces appareils-là. Et donc pendant 10 mois, ils vont demander aux 10 personnes de payer 10. Et le premier mois, donc ils auront fait 10 fois 10, ils auront récolté 100. Donc le premier mois, ils vont livrer cet appareil à une personne tirée au sort. Et ainsi de suite. Et en fait, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'être le 10e sur la liste et d'avoir attendu 10 mois et de payer 100, ou d'avoir payé 100 au bout de 10 mois. Mais dans 90% des chances, 90% des cas, vous avez une chance d'avoir votre générateur plus tôt que si vous l'aviez économisé vous-même. Voilà. Donc ça aussi, c'est modifier ces modèles de revenus ou modifier la manière dont on va chercher le client. Donc tous ces exemples-là, encore une fois, pour moi, c'est vraiment revenir sur qu'est-ce que je dois faire pour mon client, what's the job to be done. Mon client, il a besoin d'un générateur, comment est-ce que je veux rapidement réussir à mettre un générateur à disposition de mon client. Donc c'est se reposer des questions finalement assez basiques et fondamentales en stratégie. Moi, ce qui me paraît très intéressant dans la réinvention des business models, c'est quand on va à l'étranger, on est confronté finalement, on est obligé de se reposer cette question-là. On est obligé de se reposer la question du besoin de son client. C'est-à-dire on ne peut jamais, me semble-t-il, arriver et dire voilà, on va proposer ça. Il faut toujours repartir du besoin. Or, souvent, quand on va repartir du besoin, on va trouver une proposition de valeur, un produit, quelque chose d'original qui correspond bien au marché dans lequel on veut rentrer. Et une fois qu'on a trouvé ce truc un peu original, en fait, pourquoi on ne le ramène pas dans son pays de départ? Et ça illustre bien toute une tendance aujourd'hui qu'on appelle reverse innovation. C'est l'idée que l'innovation en général, elle part des pays développés pour aller dans des pays en voie de développement ou dans des pays émergents. Et en général, le chemin de l'innovation se fait dans ce sens-là. Or, on voit aujourd'hui plein d'exemples où des entreprises innovent dans des pays émergents parce que les conditions de marché sont tellement spécifiques. Mais une fois que vous avez innové, que vous avez trouvé un truc super nouveau, pourquoi vous ne le ramenez pas en fait dans ce sens-là? Et l'exemple typique, donc ça vient d'un article qu'a écrit, c'est un prof d'Harvard qui a conceptualisé ça il y a quelques années, et il travaillait avec Jeffrey Immelt chez General Electric, et il expliquait que General Electric a développé pour l'Inde, avait une équipe de R&D en Inde où ils ont développé ce scanner ultra portable, super robuste pour résister à l'Inde rurale et qui coûte, je crois que c'est $800 par rapport à $8 000 pour un scanner qu'on a dans nos hôpitaux. Ils ont développé ça pour l'Inde et l'objectif c'est de le développer pour l'Inde. Mais une fois qu'ils avaient trouvé ça, ils se sont dit, mince alors. On a un super produit qu'on peut aussi ramener aux États-Unis, en Europe, finalement, et se disrupter, j'aime pas ce terme, mais vous voyez, de se disrupter soi-même, c'est-à-dire introduire le low-cost soi-même, en fait. C'est trouver soi-même la solution pour éviter que quelqu'un d'autre rentre sur le marché. Et je pense que
Ce qui doit pousser à l'international, c'est bien sûr des opportunités de développement de marché, mais c'est aussi peut-être cette capacité à réinventer son business model, à changer, à trouver des choses très très intéressantes. Et dans toute cette logique, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont se développer dans les pays à base de la pyramide. Si vous avez travaillé sur les concepts de social business, on va travailler sur vraiment des populations mais très très pauvres, parce que ça va complètement nous forcer à réinventer notre modèle. Et après, ça peut donner plein d'idées dans les pays d'où on vient finalement. Donc c'est toute cette tendance d'innovation inversée que je trouve très intéressante là-dedans. Voilà. Donc l'international comme source d'inspiration pour l'innovation et la réinvention de son business model dans son pays d'origine, c'est aussi un sujet que je trouve très, très important.